Belaïd Aban, voilà, résident à Paris depuis un certain nombre d'années. Voilà, et aujourd'hui, tout particulièrement, le froid est mordant. Voilà, il paraît qu'il fait 1 ou 2 degrés, peut-être même un peu moins. Voilà, mais bon, la saison passera. Le montagnard que tu es ne supporte pas le Oui, froid. mais c'est le montagnard a vieilli. C'est ça la différence. Et que maintenant, on supporte un peu plus la chaleur que le froid. Amrar ولاد قزغة اللي لقيتو سميض. J'ai tenu, on a imaginé faire un portrait de toi parce que beaucoup te connaissent en qualité de médecin, depuis quelques années aussi en qualité d'écrivain. Mais moi je voudrais entre autres faire partager cette expérience. Qui était le jeune Belaïd Aban? Quelle est l'histoire de ta famille, de tes parents? D'où viens-tu? Tu es un village, tu es originaire d'un village qui n'est pas non plus un village complètement anodin dont on a entendu parler. Quelle est l'histoire de la famille Aban? Oh, je crois que c'est un peu l'histoire de toutes les familles kabyles. D'abord, le drame, c'est qu'il n'y a pas d'écrit. Donc, ce n'est que de la culture orale. Les familles n'ont pas accumulé d'archives familiales qui auraient pu nous faire connaître nos origines. Et moi, tout ce que je connais de ma famille, c'est un peu à travers les souvenirs de ma mère. Et j'ai eu quand même, je me reconnais ce mérite, c'est de l'avoir à chaque fois ramené avec moi pendant les vacances et de la faire parler et de l'enregistrer. Et donc c'est à travers ce que m'a raconté ma mère que j'ai pu reconstituer un petit peu la généalogie familiale, que j'ai rappelée d'ailleurs dans un livre. Et je l'ai fait à dessein parce que je me dis, dans un livre, ça ne peut pas se perdre. Quand on donne un exemplaire de des livres aux membres de la famille, au moins chacun a sa généalogie. C'était presque un devoir pour moi de le faire, pour que chacun se souvienne. Bon, néanmoins, je ne pouvais pas tout savoir moi-même, et puis ma mère, si je l'ai fait parler à un moment où sa mémoire commençait à faiblir. Mais ce qui est formidable pour les personnes âgées, c'est qu'elles oublient le présent, elles oublient les souvenirs immédiats, les faits immédiats, et puis elles ont la mémoire ancienne gravée dans leur cerveau. Ce qui fait que ça a été un bénéfice pour moi, et j'ai pu puiser dans ces souvenirs. Et donc j'ai pu remonter jusqu'à 1840. L'ancêtre commun Farhad, Al-Farhad. D'où le nom traditionnel de la famille, Al-Farhad. Après, à partir de 1871, lorsque l'état civil a été changé par la colonisation, on nous a plaqué des noms un peu qui se déclinaient à partir de A, Aban, Abada, Ababou, Abba, etc. Donc c'est comme ça que nous avons pu bénéficier d'un autre nom. Mais jusqu'à maintenant, au village, on nous désigne toujours par Farhad. Et moi, mon nom authentique, c'est Belaïd Farhad, et non pas Belaïd Aban. Bon, maintenant, avec les jeunes, ils ont plutôt tendance à retenir le nom actuel. Mais sinon, les anciens, c'est toujours c'est le nom tribal qui persiste. Voilà. Tu es très attaché à ton village. Ah oui, bien sûr. Azouza est connu maintenant grâce un peu à Ben, puisque chaque fois qu'il est question d'Aban, on rappelle son village d'origine, donc Azouza. Et puis Azouza, c'est pas n'importe quel village. Voilà, si je peux me permettre de dire ça, parce que Azouza, du fait de l'émigration, il a toujours été un peu à la pointe de l'innovation. Je ne dirais pas de la modernité, parce que modernité, c'est amélioratif. Je dirais quelque chose de neutre, l'innovation. Il y a eu beaucoup de grands voyageurs, je les ai appelés les grands voyageurs, qui ont quitté Azouza, qui sont partis d'abord en Europe, ensuite en Angleterre, ensuite aux Amériques, dont mes grands-parents. Et ça a été d'un apport considérable. Il y a eu beaucoup d'idées nouvelles, il y a eu beaucoup d'idées modernes aussi, si on peut entendre par modernité une vision moderne de la politique.
c'est-à-dire pas une vision tribale, une vision autocratique. Les notions de liberté, de démocratie, etc. ont été disséminées au village assez tôt par justement ces voyageurs, dont mes grands-parents. Le village, si tu veux, il a une particularité, c'est qu'il est sur une route nationale. Et sur la route nationale, le recteur Jean-Mer a créé des écoles. C'est le seul, je dirais, le seul homme de la colonisation qui s'est dit il faut instruire les indigènes. Parce que les colons, ils n'ont dit pas d'école pour les indigènes. Jean-Mer, l'école Jean-Mer à Tizi Ouzou, Jean-Mer a dit il faut les instruire. Si on veut en faire des Français, il faut les instruire. Et donc il a créé, il a fait ce qu'il a pu. C'est le recteur d'Alger, recteur de l'Académie d'Alger. Il a créé des écoles dans tous les villages qui sont sur les routes nationales. Azusa en faisait partie, c'est la nationale 15. Et donc c'est l'une des premières écoles. Irjen, Azouzun, Tizi Rachid aussi, ça a été très tôt. C'est pour ça qu'il y a une élite. Front National, Tizi Rachid, Benieni, c'est des nationales, c'est des routes nationales. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont en plus, la colonisation a beaucoup misé sur les Kabyles. Ils se sont dit, ils sont différents. Ils étaient colonisés par les Romains, ils se sont latinisés, peut-être qu'on peut les récupérer, on va les débarrasser de toutes les scories arabes, etc. Ça aussi, c'était un projet avec une certaine arrière-pensée. Voilà. Et donc, Azusa a bénéficié d'une école très, très précocement, c'est-à-dire à partir de 1870, puisque mes grands-parents, qui sont nés en 1880 et 82, ils ont été à l'école d'Azusa. Elle existe toujours? Elle existe toujours. C'est l'école que j'ai fréquentée, que Ramadan a fréquenté aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose. À partir de 1870, je dis Mohamed, je dis El Hajj, ils étaient à l'école d'Azusa. Mais chez vous, c'était les garçons qui allaient à l'école? Mais non, attention, c'était les garçons. Ça, c'est très important. C'est pas le fait que c'est parce que les filles, il n'y avait pas de place pour les filles. Ah bon? Bien sûr qu'il n'y avait pas de place pour les filles. Il n'y avait pas d'école de filles. C'était déjà en 1954, c'est-à-dire à la veille de la guerre de libération. Il y avait un garçon sur 8 et une fille sur 16 qui fréquentaient l'école. Donc c'était parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. La colonisation était tellement forte, posait tellement de problèmes. Les problèmes étaient si vitaux à l'époque, parce qu'il y avait des problèmes de survie, que l'école, c'était presque quelque chose de secondaire, y compris d'ailleurs le fait d'aller se soigner. Quand on dit il faut aller se vacciner, etc., c'est secondaire, parce que les problèmes étaient multiples et il y avait plus des problèmes de survie. Les gens ne prenaient pas conscience que la vaccination, ça peut être un problème de survie. Voilà. Et puis, bon, ce n'était pas des campagnes comme on en fait maintenant, obligatoires, avec publicité, avec information, etc. C'était quelque chose de presque... La vaccination était pratiquée presque sous forme de propagande. Voilà ce dont est capable la colonisation. Elle vaccine, elle instruit, etc. Donc on montre une école, on montre des enfants qui se faisaient vacciner. Moi j'ai été vacciné à l'école de Azusa. J'en ai même gardé des traces. Voilà. Mais ces vaccinations, ce n'était pas quelque chose de généralisé. Si bien qu'à l'indépendance, le pays pullulait de polio. Et là, je peux en parler en tant que médecin. En tant que médecin, quand j'ai commencé ma carrière, on ne voyait plus de polio. On ne voyait plus de polio nouvelle. On ne soignait que les vieilles polio qui étaient, j'allais dire, séquelles du colonialisme. C'est vrai que c'est des lieux communs de dire ça, mais c'était véritablement des séquelles du colonialisme. Et maintenant, il y a quelques cas sporadiques parce que les enfants sont tous vaccinés, sauf ceux dont les parents n'ont pas assumé leurs responsabilités. Mais sinon, c'est ça aussi qu'il faut dire, l'État algérien a fait quand même des choses très positives dans ce domaine. C'est l'école et la vaccination, quel que soit le régime depuis 1962. Ça aussi, il faut le reconnaître. Voilà. Bon, c'est des sujets éminemment politiques, mais on peut les aborder. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait un portrait, mais on reviendra de manière... Oui, bien sûr. C'est quand même très important de dire ces choses-là aussi, bien sûr. Tu es né donc bien avant la guerre de... Oui, je suis né avant, et puis je peux dire même que j'ai en souvenir les premiers jours du déclenchement de la guerre de libération nationale. Tu étais au village? Hein? Tu étais au village? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai pas quitté le village. Si, je l'ai quitté par la suite. Mais j'ai pas quitté la Kabylie pendant toutes les 7 ans et demi de guerre.
Donc j'ai le souvenir du déclenchement de la guerre. C'est un souvenir très marquant parce que j'avais commencé à aller à l'école. J'avais fait peut-être 4, 5, 6 mois et je découvrais avec une passion extraordinaire le fait de décrypter des lettres, et puis des mots, et puis de mettre, j'allais dire, un pictogramme, parce que pour moi c'était un pictogramme. Quand on écrit le chat, pour moi c'était une image, le chat. Après, il fallait que je mette le pictogramme sur l'animal. Et en passant ensuite par d'abord ma langue maternelle. J'allais te dire comment il. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est le chat, Vemchiche, et puis il fallait le pictogramme écrit. C'est-à-dire, en fait, j'allais dire, ça porte un nom, le mot, quoi, le mot écrit. Ça a été une découverte extraordinaire. Et ça a été très très vite parce que j'avais une boulimie extraordinaire de lire, d'écrire, d'apprendre. Et puis brusquement, la guerre est venue, elle a dit stop, c'est terminé. Pas d'école, l'école des Français, c'est fini. Et donc j'avais cette passion-là et j'étais dans un monde, j'allumais alors qu'il y avait le couvre-feu, il ne fallait pas allumer de lumière. Et souvent je me faisais engueuler par l'une de mes sœurs, qui avait peur qu'on nous tire dessus. Et il est arrivé qu'on nous tire dessus. Voilà, donc ça c'était un moment marquant, c'était cette énorme frustration d'école. J'avais envie d'étudier. J'avais envie de... Je découvrais, je pressentais qu'avec l'instruction, j'allais pouvoir ouvrir les yeux sur autre chose. Puis tu es dans un environnement quand même qui est encouragé à apprendre, à aller à l'école. Pas vraiment. Pas vraiment. Il y avait le modèle familial qui était Ramadan. Ramadan était instruit, bachelier, il était au collège, etc. Et je crois que, en tout cas, dans mon entourage familial immédiat, avec ma mère et mes soeurs, elles ne me voyaient que comme quelqu'un d'instruit. Le commissaire, je ne suis pas fait pour être commissaire. Plutôt médecin. On le disait très tôt d'ailleurs. Je serai médecin. Et toi, tu en pensais quoi quand on disait oui, pour moi, j'étais investi de cette mission-là. Il fallait que je m'instruise et que je devienne médecin. Parce que c'était le métier le plus prestigieux à l'époque. C'était médecin, Bogato, très bien, Bogato. Après justement le boycott. Donc le FLN avait dit, pas d'école, l'école des Français, c'est fini. Vous irez à l'école quand nous aurons notre indépendance. C'était ça il ne faut pas aller à l'école des Français. Mais les Français, ils avaient besoin de montrer que le pays était pacifié et normalisé. Donc ils avaient besoin de montrer que les enfants allaient à l'école. Et donc ils venaient nous chercher de force pour aller à l'école. Et donc nous on avait deux solutions, trois. Soit aller à l'école avec le risque de représailles de la part du FLN sur nos parents. On avait la trouille, il y avait toujours ce geste-là. Vous allez être pendu. Il y avait toujours ce geste-là. Donc c'était terrible, pour nous, on le vivait comme ça. Donc soit aller à l'école avec donc, ce risque de représailles, soit fuir dans la journée, disparaître, mais disparaître où? Disparaître, c'était la zone interdite. Donc il fallait aller se cacher quelque part, prendre des risques. Donc on l'avait fait. Le souvenir que les enfants sont allés se cacher dans les champs, très loin d'ailleurs du village, pour échapper à l'école. Et on rentrait le soir, avec bien sûr le risque de... Ils ont tiré une fois sur un enfant. C'était un de mes camarades de classe d'ailleurs. Soit la troisième solution, c'était de changer d'air. Donc nous étions deux, mon jeune frère et moi, et ma mère m'a envoyé à Tiyouzou, chez ma soeur qui était installée à Tiyouzou, et mon jeune frère, elle l'a envoyé chez sa tante. Voilà encore une période qui m'a véritablement marqué. C'est le séjour de Tiyouzou. À quel âge es-tu parti Quel âge? J'avais pas encore 10 ans. Donc je suis parti fuir l'école, pour ne pas être pris de force à l'école. Je suis allé à Tiyouzou chez ma soeur. Et en arrivant à Tiyouzou, j'ai trouvé que tous les enfants allaient à l'école. Et moi, je n'étais pas inscrit à l'école. Donc j'étais le seul des enfants, le matin, à regarder les enfants partir à l'école et moi je ne pouvais pas y aller. Ça a été un crève-cœur pour moi cette période. Et quand après j'ai repris l'école et que j'ai reçu un prix, parce que j'aimais l'école, donc je travaillais très bien, le premier prix que j'ai reçu par la suite,
Donc on a repris l'école vers 58. Donc la fin de l'année scolaire 58, j'avais reçu un prix, c'était les contes d'Andersen. Et l'un des contes, déjà tellement j'étais passionné, je l'avais appris à lire déjà, presque tout seul. Et j'ai commencé à lire Le vilain petit canard. C'était toi le vilain petit canard? C'était moi. C'était moi. On ne va pas trahir l'histoire, la fin de fin de l'histoire du vilain petit canard. Finalement, il s'avère que le vilain petit canard, c'est un beau signe. Oui, exactement. Donc tout est bien qui finit bien. Ouais. Il m'est souvent arrivé de relire cette histoire. Et je suis toujours très, très ému quand... parce qu'à l'époque à Tizi Ouzou, j'étais le petit garçon à tout faire. Pendant que les gens allaient à l'école, moi j'étais là. Comment tes journées? Eh ben, aller emmener les plateaux de gâteaux à la boulangerie, au four, le ramener, parce qu'ils faisaient leur gâteau, et puis j'avais pas le droit de toucher au gâteau. Mais ce n'était pas chez ma sœur, parce que ma sœur était logée par une famille qui était à Tizi Ouzou. Pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, donc c'était un vrai bonheur de reprendre l'école. Le maître s'appelait Monsieur Sanard. Sanard. J'ai encore son image devant les yeux. Il ne faut pas que j'oublie de parler aussi d'un autre instituteur qui s'appelait Monsieur Belkbir. Après Monsieur Gbi, j'ai eu Monsieur Belkbir de Taurir. C'était aussi un homme extraordinaire qui avait une très grande sensibilité et qui m'avait... Les premières fables de La Fontaine, c'était avec Monsieur Belkbir. C'est avec lui que j'ai appris les premières fables de La Fontaine, en particulier le renard et la cigogne. Voilà, il nous avait appris cette poésie de La Fontaine. Et à chaque fois que je pense à M. Belkbir, je pense au renard et à la cigogne. Rappelle-moi, à l'école, vous parliez français. Le kabyle était autorisé ou pas? Ah non, avec le maître, c'était en français. Un maître qui nous prononçait de temps en temps un mot en kabyle, c'était un bonheur extraordinaire. Non, c'est-à-dire quand il le prononçait, on savait qu'ils étaient comme nous. On savait qu'ils jouaient même un peu le double jeu, c'est-à-dire ils sont instituteurs dans le système colonial, mais on savait tout de suite qu'ils nous aimaient plus que les maîtres français. Ils savaient qu'ils étaient des nôtres. Et eux, quand ils nous voyaient, ils savaient que c'était les leurs, nous sommes leurs enfants. Et donc il y avait... Et quand ils prononçaient un mot en kabyle, c'était un événement extraordinaire.